Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, elle a créé l'ONG Projet Imagine, dont une des actions consiste à vous inspirer à partir des parcours de héros humbles. Et son parcours à elle aussi est formidablement inspirant. On va le retracer. Frédéric Bedos est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buan. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes d'histoire aujourd'hui, et ce dès l'école primaire, l'Égypte ancienne. On en parle à l'occasion de l'ouverture d'un musée appelé à devenir mythique à Gizeh. Rendez-vous enfin avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste. Un Halloween sans bonbons. On peut imaginer que c'est un peu triste. Que nenni, elle vous le prouvera. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand Oral. Frédéric Bedos, bonjour. Bonjour Emmanuel. On vous a accueilli il n'y a pas si longtemps que ça sur School TV pour parler de votre ONG, le projet Imagine. C'était aussi à l'occasion d'un très bel événement où se pressent des milliers de jeunes. Normandie pour la paix. Et ce faisant, je ne dis pas ce que j'ai lu dans le dossier de presse, j'en témoigne. J'y suis allé plusieurs fois à Normandie pour la paix et c'est vraiment génial. On va évidemment redire quelques mots du projet Imagine, mais si on a eu envie de vous réentendre sur School TV, c'est aussi autour de la question de l'orientation. Vous savez que la saison des salons vient de s'ouvrir, Parcoursup approche, et donc je voudrais quand même qu'on dise quelques mots de votre parcours. Mais quand même, bref rappel, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, vous avez eu deux vies professionnelles. La première autour de la télé, je dis autour parce que vous étiez des deux côtés de la caméra ou côté production aussi, et pas seulement à l'antenne. Et puis la deuxième vie, le tournant, c'est la création de cette ONG. Donc si on devait résumer le projet Imagine en quelques mots. C'est le puzzle de ma vie. Ça m'a donné l'opportunité de mettre mes compétences professionnelles, donc effectivement en tant que journaliste, de femme de médias, de réalisatrice, mettre ces compétences professionnelles au service des valeurs qui m'ont sauvée dans mon enfance, des valeurs profondément humanistes, qui s'ancrent effectivement dans une enfance très particulière, puisque j'ai été élevée dans une famille très spéciale du nord de la France, où on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier, que des enfants considérés comme étant inadoptables, donc ceux dont personne ne veut, dont la société pense qu'ils sont déjà foutus. Et donc, évidemment, ça laisse des traces. Une famille à la Joséphine Baker, avez-vous dit, quand vous avez découvert aussi l'histoire de tous ces enfants, la famille arc-en-ciel de Joséphine Baker. Vous y arrivez dans cette famille dans le Nord, alors que vous-même, vous n'êtes pas du Nord, et que cette famille ne vous adopte pas d'ailleurs, parce que vous avez une maman qui ne vous a jamais abandonné. Tout à fait. D'ailleurs, quand je parle d'une famille où on était une vingtaine d'enfants, parfois on me demande mais combien exactement. Je dis bon, premièrement, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Mais deuxièmement, c'est juste qu'effectivement, à un moment, on a arrêté le décompte parce qu'il y a eu 16 enfants adoptés officiellement, de manière plénière, légalement. Et ensuite, tous les enfants qui, comme moi, étaient dans des situations encore plus complexes qui faisaient qu'on ne pouvait pas avoir ce type d'adoption. Simplement, heureusement, tout ne se jauge pas à l'aune d'un papier administratif. Donc, on a vraiment vécu en frères et sœurs, on a vraiment vécu en famille. Et ces parents, vous les vivez comme vos parents, mais de la même façon que votre mère. On dit beaucoup dans cette émission, parce qu'on parle de parentalité, on parle d'éducation, à quel point c'est important. S'il y a un conseil qu'on donne, c'est de dire il faut donner un cadre, il faut rassurer, il faut sécuriser l'enfant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas eu une enfance sécurisante. Je parle avant d'arriver dans cette famille. C'est vrai, surtout que j'ai fait des allers-retours entre ma maman biologique, et cette famille hors norme. Et donc j'ai fait vraiment une double enfance, une enfance où j'étais seule en tête-à-tête avec ma maman qui en fait souffrait de problèmes psychiatriques. Et donc j'étais la maman de ma maman, puisque finalement il fallait que j'essaye d'assurer là où elle n'y arrivait plus. Et puis de l'autre côté, cette famille complètement hors norme, où d'un coup, de fille unique, je passe à fille dans une ribambelle d'enfants. Oui, donc le cadre, je le dis parce que vous l'avez dit, vous avez même fait deux livres d'ailleurs, mais bon, dont un particulièrement, voilà, où vous racontez cette histoire-là. Elle était bipolaire, comme on dit, et donc ça pouvait passer d'un instant de mon trésor, mon amour, ma chérie, je veux te gâter, à de la violence, elle va pas bien, elle est en crise, et vous devenez le déversoir de tout ça. Oui. Vous réussissez néanmoins, et en vous lisant, je me suis dit, c'est mystérieux quand même, toute petite, à faire la part des choses entre ce qui relève de la maladie et ce qui relèverait d'une mauvaise disposition de sa part à votre endroit. Vous ne doutez pas qu'elle vous aime, en fait. Oui, c'est vraiment le miracle de ma vie, parce que c'est vraiment à ça que j'ai pu me raccrocher. Et je pense en plus que j'ai raison. Je pense que j'ai vraiment eu raison de faire la part des choses entre ce qui relève de la maladie et ce qui est vraiment ma maman. Et c'est vrai que j'ai perdu ma maman il y a peu de temps, et je reste persuadée que ce qu'elle m'a donné quand je suis née, c'est-à-dire vraiment la toute petite enfance, du moment de la naissance jusqu'à mes 3 ans à peu près,
elle s'est montrée d'un amour extraordinaire. Et je crois que ça m'a donné des fondamentaux, des racines. Finalement. Exactement. J'avais vraiment les racines qu'il faut pour m'accrocher, malgré après toutes les tempêtes qui ont pu s'abattre sur nous. Sachant aussi que la stigmatisation de la société, la cruauté de la société, passe par beaucoup de choses. Ma mère avait ce problème psychiatrique, mais en plus, on était dans une grande précarité. Donc la pauvreté, l'isolement. Ma mère était elle-même fille de l'assistance publique. Donc elle n'avait personne pour la protéger. Donc vous imaginez un petit peu le millefeuille de difficultés, et la société dans ces moments-là est pas du tout est pas sympathique, quoi. Elle est vraiment cruelle. Donc j'ai pu vraiment goûter à tout ça. Quand on dit précarité, c'est encore, vous l'avez raconté, pardon de vous replonger dans cette histoire, mais c'est pour la partager. C'est une précarité terrible. Enfin, vous vivez dans des caravanes par moment. Il y a des moments où on fait la manche pour tout simplement pour manger. On ne parle pas d'une précarité de j'avais un petit appartement, quoi. Oui, c'est ça. Effectivement, on parle en fait de la réalité de ce qu'on dénommait à l'époque comme le quart-monde. Et c'est vraiment ça. Et en fait, ce quart-monde, il est bel et bien vivace encore aujourd'hui. Toutes ces inégalités économiques qu'on observe partout dans le monde, elles sont sans doute encore plus choquantes dans les pays qui sont censés être riches comme les nôtres. Parce que là, vous savez, il y a une solidarité et une manière... une façon d'appartenir à une société quand vous avez autour de vous plein de gens qui eux-mêmes sont dans le struggle for life, voilà, à devoir essayer de c'est la démerde, le système D tous les jours, etc. Vous pouvez faire corps ensemble. Quand en revanche vous vous sentez stigmatisé parce que tout le monde a l'air d'aller très bien autour de vous, mais que vous vraiment ça va pas, là vous vous sentez isolé et vous avez une honte qui vient vraiment, qui est suintante sur vous. Et c'est quelque chose qu'on observe beaucoup chez énormément de mères isolées, ce qui était le cas de ma maman. Il faut savoir qu'une mère isolée sur 3 vit sous le seuil de pauvreté en Europe, dans toute l'Europe réunie. Et ça, c'est souvent un angle mort. Et ces femmes, eh bien, la stigmatisation et la honte qu'elles vivent viennent colorer aussi le quotidien de ces enfants. Et rappelez que quand on dit famille monoparentale, il faut dire femme seule, puisque c'est le cas dans 80% des cas, ce sont des femmes seules. Quand vous dites que le projet Imagine, c'est le puzzle de votre vie, il y a un moment très jeune où vous apprenez la signification de ces 3 lettres, ONG, et c'est justement dans cette famille. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils sont engagés à Terre des Hommes. Exactement. C'était une très belle ONG. Exactement. C'est comme ça en fait qu'ils se sont lancés dans cette aventure de l'adoption. Alors ils sont fous, mais pas au point d'avoir prévu d'adopter 20 mômes. Ça s'est fait au fil de l'eau. Mais effectivement, ils ont fait les premières demandes pour 2-3 enfants au début, et puis après les choses se sont emballées. Et cet engagement est né de leur engagement bénévole auprès de Terre des Hommes, qui était encore au début de son aventure, qui venait d'être fondée en Suisse par Edmond Kaiser. Et c'était le moment où il voulait développer cette activité en créant une espèce de tissu dans différents pays. Et donc, mes parents se sont engagés à ses côtés. Michel et Marie-Thérèse, on peut dire leur nom quand même à ses parents adoptifs. Il y a un mot qui vous est cher, c'est la résilience. Mais la résilience, pas dans l'effacement de ce qui a été ou de ce qu'on a été. Finalement, les cicatrices, elles ne cautérisent jamais complètement. Le jeu, c'est d'apprendre à vivre avec. C'est pas de faire comme si on allait tout effacer. C'est peut-être plus encore que d'apprendre à vivre avec, parce que ça, c'est ce qu'on fait tous les jours, tous, autant qu'on est, on est bien obligé de faire avec. C'est vraiment de les transcender, d'en faire quelque chose de fertile, de fécond autour de soi. Et là, ça devient vraiment, d'un coup, vous lui donnez du sens, quoi. Et c'est vrai qu'il se trouve que j'ai eu l'occasion, il y a 1 an, de faire une émission avec Boris Cyrulnik, qui est un peu celui qui a imposé le mot de résilience dans le débat public. Exactement. Et donc, c'est avec lui qu'on associe cette notion. Et on est tout à fait aligné sur le fait qu'on est très choqué par la récupération et l'instrumentalisation de ce terme depuis quelques années. Alors c'est à toutes les sauces, la résilience des entreprises, la résilience urbaine, on a beaucoup en ce moment. Exactement. Bon, c'est sympathique, mais sauf que on met un petit peu de tout à la fois, et surtout ça devient un peu... vous devez être assigné à la résilience. Si vous n'êtes pas capable d'être résilient, alors quelque part, vous êtes doublement condamné. Et là, il y a vraiment... Et c'est totalement l'inverse du message de Boris Cyrulnik, quoi. Frédéric Bedos a compris mieux que beaucoup d'autres que le développement social, la paix, la coexistence était d'abord et avant tout une affaire de socialisation, d'apprentissage d'une paix qui fait sens si elle est fabriquée par chacun au début de chaque aventure humaine, au miroir des liens tissés par chaque individu dès son plus jeune âge. Propos signés de l'historienne Nicole Le Gnesotto. On retrouve Frédéric Bedos juste après l'Anti-Sèche, Guillaume Buan. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ce matin, on prend avec vous la direction de l'Égypte ancienne, star des programmes. Dès l'école primaire, les enfants adorent d'ailleurs, ils adorent aussi au collège. Mais cette fois, on part du côté de Gizeh, ces pyramides. Et là, un immense musée égyptien a ouvert ses portes
Du moins partiellement. Oui, déjà on va expliquer ce projet car ce fut compliqué. Et ce fut très long. Le projet, il a vu sa naissance dans les années 90. Inspiré par le ministre de la Culture égyptien de l'époque, il a été vexé par une réflexion d'un expert qui décrivait le musée égyptien du Caire comme, je cite, un vieil entrepôt. L'ancien musée est considéré comme trop vieux, pas assez sécurisé, pas assez grand pour pouvoir exposer toutes les collections dans des conditions satisfaisantes. Alors un décret présidentiel a donc officialisé le projet en 1992. Un concours d'architecture placé sous l'égide de l'UNESCO tout de même a amené plus de 1500 propositions de 83 pays. C'est un Américain d'origine chinoise qui a remporté cette attribution et le nouveau musée doit donc être une vitrine pour l'Égypte et a pour objectif de relancer là aussi le tourisme mis à mal après plusieurs années difficiles dans le pays. La première pierre a été posée le 4 février 2002. On est donc 10 ans après ce décret présidentiel. 5 années pour aménager les fondations. Le chantier rencontre des difficultés techniques, bureaucratique, ce qui va l'allonger. La révolution en 2011, là aussi, l'augmentation des violences ont fait fuir le tourisme, ce qui a vidé les caisses publiques et donc de l'État de 800 millions de dollars. Le coût du chantier est passé à 1,1 milliard de dollars. En juin 2017, seulement 2 parties du musée sont achevées, avec un bâtiment administratif et celui qui protège les 5 réserves des 17 laboratoires. Et puis, une année plus tard, alors pour ajouter, on a un incendie qui vient se déclarer dans ce grand musée égyptien, pas de victimes. Mais s'ensuit ensuite le Covid, ce qui a stoppé la construction. Bref, vous avez remarqué, ça a été extrêmement long. Le chantier a donc duré 20 ans autour des grandes pyramides de Khéops. Quelques 5000 ouvriers ont donc travaillé à sa construction. Si Marine Plantec, qui prépare cette émission, était là, elle vous dirait que c'est la malédiction de Toutankhamon en chiffres. Ça donne quoi? 47 hectares pour le terrain, 12 hectares de jardin, près de 13 hectares pour le bâtiment principal et puis le centre de conférence. Poids total, près d'1,5 million de tonnes. 130 000 œuvres seront exposées à terme. C'est énorme. Et le coût, on l'a donné, 1,1 milliard, soit 2 fois plus que ce qui était initialement prévu. C'est pas Toutankhamon, c'est les travaux d'Hercule. Oui, aujourd'hui, les portes ouvrent. Enfin, on est littéralement au pied des pyramides de Gizeh. On est à 2 km, vraiment, des pyramides de Gizeh. Le GEM, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc ce grand musée égyptien sera le plus grand musée archéologique au monde, abritant la plus imposante collection d'art égyptien jamais vue. Et je vous propose de regarder. Alors, quelques privilégiés ont pu admirer l'atrium où trône l'imposant colosse de Ramsès, haut de 11 mètres quand même. Et depuis peu, ils ont pu découvrir aussi le grand escalier qui abrite quelques-unes des plus belles statues funéraires de l'Égypte antique. 4000 visiteurs et visiteuses ont donc pu visiter les lieux et les 12 autres salles. Le coût du spectacle sera donc constitué de l'entièreté des 5600 artefacts du trésor de Toutankhamon, dont le fameux masque funéraire du plus célèbre des pharaons. Les autorités égyptiennes, elles comptent aussi sur ce zoo pour faire revenir justement la foule. Alors il va falloir attendre un tout petit peu parce que même s'il y a quelques pièces qui ont pu ouvrir, de ce que j'ai pu lire, l'inauguration officielle de ce grand musée va avoir lieu avec les chefs d'État et différents gouvernements, mais ce ne sera pas avant 2025. Mais en tout cas, on a le temps de prendre les billets. Ouais, et puis ou de devenir chef d'État.
C'était un peu plus long, mais déjà prendre les billets, c'est plus facile. Frédéric Bedos, vous avez fait des études d'histoire de l'art, mais aussi l'école du Louvre. Ouais. Et alors, spécialité égyptologie. Exactement. Dingue. J'étais une fascinée comme Guillaume Ouais. de la civilisation égyptienne, et donc je suis Vous allez impatiente. y aller. Ah ben je veux absolument découvrir ce nouveau Ouais, musée. je Mais c'est comprends. vrai que ça avait un charme incroyable, le musée Ah bah, du le Caire. vieux musée du Caire, hein, Il était pour un- l'avoir visité. Bah, mais bien c'était sûr. vraiment, on se demandait Il y en comment avait autant de partout. trésors On étaient sait laissés où dans... les mettre. Non mais voilà. Mais ça faisait aussi, voilà, C'était sympa aussi. caverne au trésor. Voilà. Voilà. Ça avait Pourquoi son vous aviez charme. choisi l'histoire de l'art d'ailleurs après un bac à 16 ans quand même? Ouais, Parce en que vous fait, avez une enfance, on l'aura compris, chahutée. Oui, tout à fait. Super bon élève. Ouais, l'école. C'est le refuge, bah, l'école. Oui, et puis c'était là où je me sentais bien en sécurité ça. pour le coup. Je savais jamais ce qui m'attendait en rentrant, mais à l'école, franchement, ça me paraissait zen. Ouais. Et C'est pourquoi vous assez choisissez fun. l'histoire de l'art? En fait, vraiment pour l'Égypte. D'accord, on est en plein dedans, là. Je me destinais pas à être historienne de l'art, je me destinais à être égyptologue. Donc j'ai fait les hiéroglyphes, le hiératique, le démotique. Je savais faire tout ça. C'était il y a longtemps, j'ai tout oublié, mais il paraît que c'est ce qui reste, la culture, quand on a tout Quand on a oublié. tout oublié, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Guillaume. Frédéric Bedos, invité du Grand Oral. On continue à parler avec elle et on parle aussi du projet Imagine, cette ONG qu'elle a créée il y a quelques années. Frédéric Bedos, vous faites des études d'histoire de l'art, notamment à l'école du Louvre. Comment on passe directement de ça à la télé? Il y a un hasard absolument extraordinaire, une rencontre. Alors, j'ai lu ça dans toute la presse quand on regarde votre histoire, le producteur américain qui s'adresse à vous. Mais il se passe quoi en vrai? C'est exactement ce que je Vous êtes au café. Je viens de finir de déjeuner avec D'accord. une copine. On est effectivement dans un restaurant près du Louvre parce que c'était notre QG, le Louvre. Et moi, je faisais en parallèle aussi la Sorbonne, Paris 4. Et je sens que j'arrive un peu au bout d'un chemin. Et surtout, voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans les bouquins poussiéreux, les bibliothèques, etc. J'ai trouvé ça passionnant, mais d'un coup, je sens que j'ai envie de m'ouvrir au monde, de me retrouver plus dans une interaction profonde avec le monde. Et je suis, pendant ce déjeuner, en train de dire à ma copine, mais je sais pas, je pourrais peut-être partager ces connaissances, peut-être à la radio, quelque chose comme ça. Je pensais pas particulièrement aux médias en soi, c'est un milieu que je connaissais pas du tout, qui m'attirait pas particulièrement, mais j'avais envie de partager. Et ce qui est fou, c'est qu'au moment où j'exprime cette parole, voilà que j'ai un monsieur inconnu qui vient à moi. Et donc je comprends très vite qu'il est américain, il parle avec un accent. Et Mais vous vous méfiez pas 3 secondes quand même, les jeunes bien filles sûr comme que ça. si, je me dis qu'est-ce que c'est que quoi, cette ce satire histoire, quoi? Non mais bon voilà. Pas carrément le satire, Non, c'est mais pas bref, non on plus se Harvey comprend. Weinstein. mais en tout cas, voilà, je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et sauf qu'il revient très peu de temps, enfin quelques minutes après, avec son assistante. Je commence à comprendre que ça a l'air sérieux. Ouais. Et effectivement, il venait de lancer une nouvelle chaîne câblée à New York. Il était sur Paris parce que pour lancer sa chaîne, il avait fait en sorte que Kim Basinger joue le rôle d'une reporter de sa chaîne dans le cadre des grands défilés de mode, etc. Ouais. Et donc, il était vraiment là, en mode business. Donc là, je commence à percevoir qu'il se passe quelque chose. Et vous savez, je pense que quand on a vécu mon enfance, en fait, eh bien, on a toutes les antennes toujours très, très ouvertes. Et on sait quand il y a une opportunité qui se présente, on ne va pas la laisser passer. Parce qu'en fait, toute notre vie peut tenir qu'à un fil. Et en réalité aussi, je risquais rien. Vous savez, quand on n'a rien, on n'a rien à perdre. Ouais. Et donc voilà. Et en fait, c'était un petit peu comme s'il y avait la matérialisation du souhait que je venais d'émettre en toute le génie qui sort de la innocence. Oui, et en toute innocence, parce que je ne savais pas du tout de quoi on parlait. Mais c'est comme ça que l'aventure commence. Et j'ai eu une deuxième fois un hasard de ce même type, au moment où je décide de rentrer en France, après donc avoir fait mes armes aux États-Unis. Et en fait, le PDG donc, de MTV Europe, Brent Henson, me rencontre comme ça dans un musée. Et là encore, je me retrouve à Londres. Et là, c'est Londres, voilà, c'est les années londoniennes. Londres, voilà. Et ensuite, il y a les années françaises avec M6, W9, France 2, etc. Vous vous souvenez du moment, parce que vous avez beaucoup de succès à ce moment-là dans l'audiovisuel, où vous vous dites, j'arrête, je vais lancer mon ONG. Je sais très bien, oui. On est dans l'année 2008. À ce moment-là, effectivement, j'ai toujours des émissions régulières avec des stars, etc. Ça se passe très bien. Mais ça y est, dans mon cœur, ça a tourné. C'est-à-dire que vraiment, en fait, j'ai un petit peu le fruit de toutes mes expériences pendant toutes ces années dans les médias et à l'international. Donc, j'ai une vision quand même au cœur du réacteur. Et j'ai conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, selon moi, évidemment. C'est-à-dire, je me dis, la manière dont on est informé est de plus en plus anxiogène. Pour faire de l'audience, finalement,
simplement, c'est mécanique, il n'y a pas besoin de conspirationnisme, etc. C'est mécanique. Pour faire de l'audience, eh ben, il faut aussi faire trembler dans les chaumières, faire du breaking news, de la politique spectacle, du sensationnalisme, et tout monter en épingle. Et je me dis, là où on pourrait croire que, bon, après tout, c'est les règles du jeu, et quelque part, on en est tous un petit peu conscients, je me suis dit, oui, mais non, parce que les défis se multiplient autour de nous. Ce sont des défis dorénavant existentiels, crise climatique, environnementale, crise des ressources, et puis toutes les guerres que ça, et le Forum mondial pour la paix vient encore de le montrer. Voilà, il y a quelque chose d'un effet d'emballement. Et je me suis dit, justement, les gens vont avoir besoin d'y croire, vont avoir besoin d'avoir une espérance solide si on veut que chacun, eh bien, on puisse prendre notre part dans la marche du monde et qu'on puisse faire partie de la solution. Si on abreuve de la peur rend irrationnel, et on voit bien que l'irrationalité est en train de gagner du terrain, et tout ça devient une menace pour la démocratie et l'idée même de la démocratie. Et on était bien avant le conspirationnisme, les fake news, etc. Oui, oui, bien avant. C'est l'arrivée des réseaux sociaux. C'est pas encore leur. N'était pas encore. Mais j'avais cette intuition. Et vous créez cette ONG que vous décrivez comme la première ONG mondiale d'information, avec plein de projets. On va pouvoir tous les raconter. Oui. Il y en a un qui vient de rebondir là avec deuxième saison. Tout à fait. Racontez-nous qu'on aille voir tout ça à la suite. Oui, parce que c'est une ONG très particulière. Effectivement, ONG d'information, je n'avais pas conscience quand je l'ai créée que c'était la seule ONG d'information au monde, parce qu'il y a à peu près 10 millions d'ONG dans le monde. Donc, je n'avais pas été scannée, je ne m'étais même pas posé la question. Mais il se trouve que, même pas 10 ans après notre existence, dès 2017, on reçoit une reconnaissance officielle de la part des Nations Unies. Et là, c'est eux qui m'expliquent. Mais en fait, on a porté un regard très attentif sur ce que vous faisiez, parce que vous êtes la seule ONG d'information au monde. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, c'est assez éclairant sur le caractère très novateur et très pionnier de cette aventure. Et donc à la suite ? Oui, à la suite. Donc, avec le projet Imagine, l'idée, c'est d'un côté d'inspirer, d'informer de manière constructive. De l'inspiration et l'action, voilà. C'est votre slogan. Donc ça, c'est l'inspiration. Et de l'autre côté, donc arriver jusqu'à des résultats de terrain avec des programmes de terrain. Et donc, sur cette partie information, médias, inspiration, eh bien, nous créons sans arrêt des nouveaux formats. Et on a créé un format qui est en audiovisuel et aussi en podcast, qui s'appelle À la suite. Le premier numéro était consacré à l'oppression des femmes dans le monde. Et le deuxième, qui est sorti juste là, tout début septembre, est vraiment consacré à la question de l'éducation et de l'école. Et il faut aller le regarder sur Internet. L'inspiration, ça ne renvoie pas forcément à des réussites bling-bling. Vous croyez à la force des récits de ce que vous appelez les héros humbles. Oui, les héros humbles, ce sont des hommes et des femmes qui, partout dans le monde, changent la donne. Ce sont des hommes et des femmes qui paraissent bien ordinaires comme ça, et pourtant, tous les jours, ils font l'extraordinaire. Ouais, c'est un peu comme vous. Vous ne paraissez pas ordinaire, mais bon. Bon, bref. En tout cas, ces héros, l'idée, c'est pas de les starifier, de les mettre en lumière. Mais c'est de dire que ça vaut la peine d'agir, en fait. C'est surtout pour créer la contagion. C'est-à-dire qu'en fait, quand on découvre le parcours de ces hommes et de ces femmes, leur combat, on est évidemment complètement bluffé parce que ça nous permet aussi de parler tout type de sujets. On est une ONG au service de toutes les causes. Et donc très généraliste. Et voilà. Et donc ces héros vont avoir tous des combats très particuliers, mais qui vont nous montrer que c'est jamais trop tard, que tout est toujours possible et surtout, eh bien, que c'est dans nos mains. Si on rêve d'un monde meilleur, c'est à nous de le bâtir parce que le monde, c'est nous. Il faut rallumer la flamme idéaliste des gens. La seule réelle politique qui vaille est d'être utopiste, avez-vous dit. Vous citez aussi dans le dossier de présentation de projet Imagine, Boris Cyrulnik, on en a parlé il y a quelques minutes, c'est dans ce temps de globalité, de mondialisation, il n'y a d'humanité qu'unie. Ça, c'est vraiment... Et d'ailleurs, c'est tout ça le but. C'est ça le puzzle, on disait le puzzle de votre vie, mais le puzzle du projet Imagine, c'est ça. Finalement, s'il y a un message qui sous-tend tout ça, c'est vraiment, il est temps non seulement d'unifier nos forces, vraiment tous autant que nous sommes. Je crois qu'aujourd'hui, on est de plus en plus au pied du mur. Et en cela, la crise environnementale et climatique peut devenir vraiment une autre chance. C'est-à-dire qu'il est enfin temps de devenir humain. On n'a pas encore essayé. Alors on essaye. Ouais. Merci beaucoup d'être revenu sur School TV pour nous parler un peu plus de vous, pour reparler du projet Imagine. Frédéric Bedos, on peut évidemment revoir en replay le Mac de l'ami Patrice Boisfer pour tout savoir sur le projet Imagine ou du moins d'autres choses. Et puis lire ou relire La petite fille à la balançoire, c'était aux arènes, c'était sorti en 2013 et vous y racontiez votre parcours. Vous restez avec nous, Frédéric, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, c'est jour de cantoche et puis alors c'est jour d'Halloween en plus. Ok. Vous allez voir. Notre rendez-vous avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes diététicienne et nutritionniste et Halloween approche. Qui dit Halloween dit monstre, mais aussi bonbons. Grand plaisir pour les enfants. Mais vous allez nous donner quand même quelques idées simples et faciles pour changer un petit peu des bonbons, mais continuer à ravir les enfants. Vous avez vraiment des alternatives saines aux bonbons ? Saines et bonnes ? Non. Si.
Je vais vous parler de bananes fantômes. Ça donne envie, là, quand on a un enfant, je vais vous faire des bananes fantômes. Comment on fait? Bon, c'est des bananes. Ah bah oui, on voit ça. C'est des bananes, vous les voyez à l'image. On les épluche, on les découpe en deux. Vous trempez l'extrémité dans du yaourt nature ou à la vanille. Vous allez éventuellement utiliser une cuillère pour bien faire votre petit fantôme. Vous allez ajouter des pépites de chocolat pour former les yeux, ou éventuellement, si vous n'avez pas de pépites de chocolat, un cure-dent que vous trempez dans du chocolat fondu, vous faites des petits yeux, petites bouches effrayantes ou pas effrayantes d'ailleurs, et vous mettez ces bananes sur du papier sulfurisé et au frigo, au réfrigérateur, pour que ça durcisse bien. Et là, on a des petites bananes fantômes. C'est vraiment très mignon. Vous pouvez, dans le même genre, alors c'est pas la période des fraises, mais faire des fraises fantômes, imaginez que vous vouliez faire une autre saison, ou des bananes momies. Alors les bananes momies, il suffit dessus de mettre un filet de beurre de cacahuète pour faire le semblant des pansements, des bandages de la mouche. Moi j'aime pas du tout les bananes, j'ai des pommes. Et est-ce qu'elles sont rouges, vos pommes, Emmanuel? Elles sont rouges parce que c'est des pommes empoisonnées. C'est des pommes vampires que je vous propose alors, Emmanuel. Oui, ça tombe bien. Pommes rouges, pommes vampires. Vous allez... Pas mal. Vous découpez des petits quartiers. Vous tartinez du beurre de cacahuète parce qu'il va falloir coller. Alors, un peu moins diététique, je vous l'accorde. Oui, c'est vachement ça votre truc. On va remplacer les bonbons. Alors, vous enlevez les bonbons, vous mettez du beurre de des chamallows. Oui, mais au moins dans le beurre de cacahuète. Je me justifie, je suis obligée. Dans le beurre de cacahuète, il y a des graisses intéressantes et des protéines et des fibres intéressantes. Et le fait de manger de la pomme avec des bonbons, c'est bien meilleur pour la santé grâce aux fibres. D'accord. Voilà, je le dis quand même. Avec des bonbons, avec du beurre de cacahuète, vous voulez dire. Et avec les marshmallows, c'est pour ça que je parlais des bonbons. Les marshmallows qu'on va mettre pour faire les dents, les canines où vous pincez les marshmallows, où vous mettez des petites amandes effilées, ça fera la petite pointe, et vous mettez le deuxième morceau de pomme, et on a, là vous voyez dans votre assiette, les bananes fantômes et les pommes vampires. Et les mandarines alors? Et des petites mandarines citrouilles. Oh, ça c'est très simple, vous épluchez une mandarine, et tout simplement, c'est ça, je la traite avec comme une un petit citrouille. morceau de céleri, tchouc, on met au centre, et ça représente la tige de la citrouille. Vous commencez à voir apparaître votre beau plateau là? Ouais, je le vois, le beau plateau. Alors là, nous ne remercions pas le monsieur Malotru qui vous a violemment bousculé dans le métro il n'y a pas longtemps. Bah ouais, regardez. Normalement, j'aurais dû vous montrer toute une toile d'araignée faite de trucs comme ça. C'était très beau, je l'avais fait avec amour. Il reste que ça. C'est une relique, c'est un artefact, c'est un fossile. Exactement. Il va finir au musée de Gizeh. Non, on va le manger, oui. Bon alors, c'est quoi? C'était censé être une toile d'araignée dans son entièreté avec des bâtonnets de bretzel, parce que les bretzels c'est pas mauvais pour la santé. Non. C'est pas très grave. En morceaux, oui. De la même longueur, vous en mettez 8 pour créer la structure de la toile d'araignée, et tout simplement vous faites fondre, oui, du chocolat blanc, mais au moins on a limité la casse, c'est pas que du bonbon. Pour faire la toile, vous mettez ça sur une feuille de papier sulfurisé, ça va durcir. Et quand on ne nous bouscule pas dans le métro violemment, la toile est là en entier et délicieuse. Allez, un petit dernier pour la route. Oui. Les raisins globuleux. Des raisins globuleux. Vous prenez des raisins, de la couleur que vous voulez d'ailleurs, et vous les coupez de façon à les poser à plat d'un côté. Vous faites fondre du chocolat noir dans un bol. Vous le trempez, voilà, ce raisin. Vous pouvez acheter ce qu'on appelle des yeux comestibles pour mettre sur le raisin. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous remplacez le chocolat noir par du blanc et tout simplement vous mettez une pépite de chocolat, ça fera la pupille. Et de la même manière, la photo devrait apparaître. Elle est vous pouvez faire des plateaux de fruits effrayants et c'est magnifique parce qu'on a plein de possibilités. Votre truc de raisin, c'est super. Ah oui, le voilà, c'est super effrayant parce qu'en fait, on voit pas. Ah si, là, on voit que c'est un. Parce que tout à l'heure, on voyait même pas que c'était un raisin, donc on pouvait croire que c'est du chocolat, puis quand on mange, ça. Ah, mais en plus, il faut imaginer, c'est vrai que je n'en ai pas ici. J'ai pas su le faire mieux, ça. Mais on a compris l'explosion en bouche de ce chocolat dur qu'on croit être c'est ça. Et puis, il y a tout le jus en bouche, c'est magnifique. C'est exactement ce que veulent les enfants à Halloween. C'est vrai, c'est plus perfectionné que les bonbons et c'est bien meilleur. Voilà, ça permet de changer un peu. Super, Sandra, merci beaucoup de nous avoir présenté toutes ces possibilités. Merci à Frédéric Bedos d'être venu dans l'émission. On redonne le message, notamment pour les enseignantes et les enseignants, parce qu'il y a plein de programmes. Allez sur le site, Projet Imagine. Faites ce que j'ai fait en préparant l'émission. Il y a plein de rubriques. Le projetimagine.com, programme École Imagine sur la citoyenneté, l'éveil à la conscience citoyenne et à l'engagement citoyen. Et puis il y a aussi le programme éco-délégué, puisque c'est obligatoire maintenant. Eh bien, on a un programme formidable avec des contenus extraordinaires. Donc vraiment, si vous êtes professeur, si vous êtes directeur ou chef d'établissement, n'hésitez pas à aller sur notre site et inscrivez-vous. Et vous copiez l'adresse qui est apparue à l'écran. Frédéric, merci beaucoup. Sandra, remercie. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'émission en maquillage. Laure Audemont
Dumont, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission qui sont en régie avec aujourd'hui au son Thibaut Goury-Lafont, à la réalisation Alice Pitavi. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux et vous retrouvez même le Grand Oral, donc Frédéric Bedos en version audio sur les principales plateformes de podcast.